Alors, donc je vous avais dit que ce que j'allais vous présenter, ça n'est pas l'histoire des cellules souches. C'est-à-dire que je ne vais pas partir de la découverte de ces cellules souches dans la masse interne de l'embryon pour vous montrer quelles sont leurs propriétés, ensuite développer les caractéristiques de développement, de biologie cellulaire, de biologie moléculaire des cellules souches. Moi, je vais prendre le parti inverse, c'est-à-dire que je vais vous montrer la médecine qu'on peut faire avec de la thérapie cellulaire. Et à partir de là, je vais vous expliquer pourquoi nous avons besoin des cellules souches embryonnaires et qu'est-ce que nous allons chercher chez ces cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire quelle est la perspective que nous ouvre la découverte de ces cellules souches embryonnaires que les biologistes cellulaires ont faites au cours du développement. Alors, pour vous montrer ça, je vais vous prendre les exemples que je connais le mieux, c'est-à-dire les exemples de thérapie cellulaire de maladies dégénératives du cerveau, parce que c'est là-dessus que je travaille depuis 20 ans. Un autre conférencier, François Patou, par exemple, de Lille, aurait pris, lui, le diabète avec les cellules productrices d'insuline dans le pancréas. Le raisonnement aurait été le même, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une thérapie cellulaire qui fonctionne, avec la démonstration, la preuve du concept qu'on peut remplacer une population de cellules qui a dégénéré dans un organe par une autre population qu'on apporte de l'extérieur, que cette population qu'on apporte de l'extérieur s'intègre à l'intérieur de l'organe, reconstitue non seulement l'anatomie mais aussi la fonction, et à partir de là, expliquer pourquoi ce que nous venons de démontrer comme preuve de concept ne peut pas être appliqué largement aux malades qui pourraient en avoir besoin, sauf à trouver une autre source de cellules, et cette autre source de cellules, en théorie, ce sont les cellules souches embryonnaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, l'endroit où je travaille est un endroit extrêmement agréable, avec des tas de jolies maisons un petit peu hautes peut-être, et avec dans le fond une petite cité historique dans laquelle il y a une tour Eiffel qui permet de la reconnaître, c'est Créteil. L'hôpital de Créteil est un hôpital qui a un énorme avantage, c'est que c'est un très gros hôpital dans lequel il y a beaucoup de recherche, ce qui permet d'avoir sur place l'ensemble des spécialistes nécessaires pour faire une recherche très pointue qui va regrouper beaucoup plus de médecins que de malades et qui va permettre de tirer tous les enseignements que l'on peut tirer d'une recherche qui est en train de passer de la paillasse, c'est-à-dire de nos laboratoires, vers le lit du malade. Et ce dont je vais vous parler, c'est d'expériences qui ont été réalisées depuis maintenant presque une quinzaine d'années. On a greffé la première patiente parkinsonienne en 1991, donc ça fait 13 ans. Et on a greffé en tout, à l'hôpital Henri Mondor, ces malades que je vais vous rapporter, c'est une quinzaine de malades. Et on l'a fait sur plus d'une dizaine d'années avec une participation de plusieurs dizaines de personnes, des médecins, des chercheurs, des infirmières, du personnel administratif autour, et qui provenaient de l'ensemble des services qui sont indiqués ici, concentrés maintenant autour d'une structure de recherche clinique spécialisée qu'on appelle le centre d'investigation clinique, qui permet de professionnaliser cette activité de recherche dynamique, merci, autour de quelques patients avec cette multidisciplinarité. Alors, petite indication qui est dans le coin, ici, que vous ne voyez pas forcément. Tout ce travail a été réalisé, certes, à Créteil et à Orsay, avec une grosse participation de l'équipe de Philippe Entraille à l'hôpital d'Orsay, mais ça a été réalisé en coordination avec plus d'une trentaine d'équipes de recherche clinique et biologique en Europe, organisé dans un réseau depuis 1990 qui s'appelle le réseau Nectar, réseau qu'on a fondé de façon à promouvoir cette recherche en neurotransplantation et à collaborer avec toutes les forces disponibles en Europe pour aller le plus vite possible jusqu'aux malades, ce que nous avons réussi à faire. Alors, on va commencer par la première maladie pour laquelle il y a eu une thérapie cellulaire dans le système nerveux central, c'est la maladie de Parkinson, maladie que vous connaissez tous, c'est une maladie relativement fréquente, elle touche 1% des individus de plus de 60 ans, c'est-à-dire à peu près 80 000 personnes dans un pays comme la France. C'est une maladie qui essentiellement se traduit par des troubles moteurs, et cette maladie, elle avait, du point de vue de la thérapie cellulaire,
plusieurs avantages. La première, c'est que c'était, lorsqu'on s'y est attaqué, une des rares maladies neurologiques et neurodégénératives pour laquelle on savait ce qui manquait. Ou du moins, on savait l'essentiel de ce qui manquait. Ce qui manque chez les malades atteints de maladie de Parkinson, comme on le voit ici sur ces images de tomographie émission de positons, qui est une imagerie qui permet de regarder à l'intérieur du cerveau des aspects biochimiques, fonctionnels, dans un cerveau vivant. Ce qui manque dans ce cerveau des patients, c'est ce qu'on appelle un neurotransmetteur qui est la dopamine. Cette dopamine, elle est visualisée ici, c'est un cerveau normal, par des marqueurs qui vont se lier avec les sites dans lesquels la dopamine est métabolisée, et ça donne cette couleur rouge ici, indiquée par le rond jaune que j'ai ajouté sur l'image, mais qui n'y était pas au départ. Cette structure rouge ici, dans le cerveau des patients, vous avez ici les yeux, le crâne et le cerveau sur lequel on voit une imagerie par résonance magnétique nucléaire, eh bien, cette région ici s'appelle le striatum. On va en parler tout au long de ma conférence parce que c'est la même chose pour le Huntington, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer à la même région du cerveau, le striatum, mais dans le cas de la maladie de Parkinson, donc ce qui manque dans ce cerveau, c'est cette coloration rouge qu'on peut révéler par la tomographie émission de positons, c'est-à-dire la présence de dopamine, et on peut le voir ici, dans le cerveau de patients peu atteints ou dans le cerveau de patients très atteints, vous voyez qu'à la place de cette coloration rouge qui montre un maximum de marquage, on a une coloration plus altérée quand le malade commence à être atteint et qui disparaît presque complètement lorsque le malade est très atteint. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y a plus de dopamine dans le striatum. Cette dopamine, elle est produite par des neurones qui ne sont pas situés dans le striatum, qui sont situés dans le tronc cérébral, à peu près par là, et qui projette des axones vers le striatum qui y apportent la dopamine. Et cette dopamine, elle est indispensable au bon fonctionnement du striatum. C'est un petit peu comme dans un moteur. Dans un moteur, vous avez des pistons, des culasses, c'est le moteur, ce qui permet aux roues de tourner. Mais pour qu'un piston puisse coulisser correctement, que tout ça puisse fonctionner, il faut des circuits de refroidissement, des circuits de lubrification. La dopamine, c'est comme un circuit de lubrification pour le striatum. C'est-à-dire que le striatum pourrait fonctionner, mais du fait du manque de la lubrification, il fonctionne mal, il grippe, et il finit par casser éventuellement au bout de quelques années. C'est vraiment comme dans un moteur. Alors, quand je vous dis que pour nous, c'était presque le rêve comme objectif, c'est parce que finalement, ce qui manque est relativement simple, c'est un produit. C'est un petit peu un médicament, et d'ailleurs, on traite les malades parkinsoniens en leur donnant un médicament qui va se transformer en dopamine dans leur cerveau, c'est la L-Dopa. Eh bien, à la place de cette L-Dopa, notre idée en tant que thérapeute cellulaire, c'était d'apporter des cellules qui produisent de la dopamine. Ces cellules qui produisent de la dopamine, on peut les imaginer de toutes sortes, et effectivement, pendant des années d'ailleurs, on n'a pas été tellement fixé sur quel type de cellules il fallait amener, parce qu'on pouvait envisager, par exemple, et ça a été fait, de prendre des cellules dans la glande surrénalienne, dans laquelle il existe des cellules dites chromaffines, qui produisent de la noradrénaline ou de la dopamine, bref, des substances très proches de celles qui manquent dans le cerveau. Et il y a des gens, il y a des chirurgiens qui ont retiré une glande surrénale chez un malade pour lui greffer ces cellules dans la tête, dans le cerveau, pour essayer de reconstituer ce stock de neurotransmetteurs. Ça n'a pas bien fonctionné. Il y en a d'autres qui se sont attaqués, cette fois-ci expérimentalement chez l'animal, à d'autres types de cellules qui pouvaient apporter de la dopamine ou des produits approchants. Mais finalement, ce qui est ressorti de beaucoup de travaux dans les années 1980, c'est que la meilleure source de cellules produisant de la dopamine, de cellules capables de s'intégrer dans un cerveau et d'y reconstituer non seulement une source de dopamine, mais même des axones qui s'étendent à l'intérieur du cerveau et qui y apportent de la dopamine, était située chez les fœtus, c'est-à-dire chez des individus extrêmement jeunes, chez lesquels il était possible de repérer des régions, c'est cette région bleue ici, qui aurait donné les neurones producteurs de dopamine si le fœtus était allé à terme, avait donné un individu ensuite au cours de la vie. Donc ces neurones qui font défaut
chez les malades parkinsoniens, eh bien, il s'agissait d'aller les chercher avant même qu'ils aient fait pousser des axones chez un fœtus, chez lequel on peut prélever ces cellules, les mettre dans une goutte d'eau, une suspension cellulaire, ou les prendre par petits bouts et les introduire à l'intérieur d'un cerveau adulte. Et dans ce cerveau adulte, ces cellules dopaminergiques sont capables d'abord de se développer, de mûrir, de devenir des cellules adultes, et d'autre part d'étendre des prolongements et d'apporter donc de la dopamine aux cellules qui les entourent. Et on a prouvé ça chez l'animal très largement avec des expériences réalisées chez le rat pendant des années, puis chez le singe. Et à partir de là, on s'est dit qu'on pouvait effectivement aller chez l'homme. Et chez l'homme, on a utilisé une procédure de greffe qui est une procédure finalement relativement simple. Vous savez, quand on fait une greffe du cœur, ou même une greffe de rein, a fortiori une greffe de cœur et de poumon, c'est à chaque fois un geste chirurgical extrêmement lourd, avec des équipes de chirurgiens qui ont besoin d'être hyper spécialisés et dans des conditions qui sont souvent des conditions extrêmes pour les patients. Vous imaginez que, ne serait-ce que pour greffer un cœur, il faut interrompre la circulation à un moment donné, de façon à brancher le nouveau cœur à la place de l'ancien. Eh bien, lorsqu'on greffe des neurones, et c'est quelque chose pour lequel il nous a fallu un certain temps pour l'admettre, finalement c'est beaucoup plus simple. Un cerveau, c'est quelque chose qui accepte très facilement qu'on fasse entrer des choses dedans. Il ne les accepte pas forcément fonctionnellement. C'est-à-dire vous pouvez mettre des cellules ou des petits bouts de machin dans un cerveau, et puis ils vont rester là, et ils vont rien faire, il ne va y avoir aucune interaction avec le cerveau autour. Mais pour les mettre dans le cerveau, en revanche, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il suffit d'endormir l'animal ou un malade, de faire un petit trou dans son crâne, d'ouvrir l'enveloppe qui engaine le cerveau, la dure mère, les méninges, et puis d'introduire une aiguille et de déposer à l'intérieur du cerveau la pièce de tissu ou la pièce ou la suspension de cellules que vous avez préparée. Et à ce moment-là, ce qui est vraiment important, il y a deux choses qui sont vraiment importantes. C'est ce que vous avez préparé, parce que comme je vous l'ai dit, on peut implanter n'importe quoi, mais tout ne sera pas accepté, c'est-à-dire tout ne sera pas intégré dans les circuits du cerveau. En fait, il y a très peu de choses qui le sera. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'endroit, parce que si vous vous trompez d'endroit, il n'y aura pas non plus d'intégration. Et alors ça amène à une procédure qui est décrite là, où à partir de fœtus, issus dans notre pays des interruptions volontaires de grossesse, dans des conditions éthiques que le Comité national nous a définies il y a maintenant 13 ans et qu'on suit à la lettre depuis sans en changer la moindre virgule. Donc ces fœtus récupérés au décours des interruptions volontaires de grossesse, on va faire une microdissection qui va tendre à nous donner strictement la région dans le cerveau du fœtus qui nous intéresse. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que pour remplacer, dans le cas de la maladie de Parkinson, des neurones dopaminergiques, il faut des neurones dopaminergiques. Or, des neurones qui produisent de la dopamine dans le système nerveux central, il y en a très peu. En réalité, les neurones qui participent à l'innervation du striatum chez un homme comptent pour, en gros, 300 000 cellules. Sur les 100 milliards de neurones qu'on a, paraît-il, je n'ai jamais compté, mais c'est le chiffre qu'on donne, il y a 300 000 cellules très localisées dans le tronc cérébral qui sont les cellules qui font faillite dans la maladie de Parkinson. Et ce sont ces cellules qu'il faut remplacer. Si on prend des régions en dehors de la région qui les contient, on n'aura pas de dopamine, on ne corrigera pas le déficit. Si on prend ces cellules, mais qu'on prend trop de cellules autour, on va les diluer et on n'aura pas non plus de récupération correcte. Donc il faut aller précisément en microchirurgie, là où sont ces cellules, disséquer. Et par exemple, pour la maladie de Parkinson, c'est une petite région de, ici, 2 mm sur 1,5 mm, qu'il va falloir aller prendre dans ce qu'on appelle la région de la flexure mésencéphalique, de façon à ne pas diluer les neurones dopaminergiques qui s'y trouvent. Pour la maladie de Huntington, c'est une autre région qu'on appelle l'éminence ganglionnaire et qui est là. Ces cellules, donc, il ne faut pas se tromper d'endroit.
Et pour ça, il faut des biologistes qui aient l'habitude de disséquer et qui puissent donner la bonne région au neurochirurgien. Et puis ensuite, il faut un neurochirurgien qui sache où il va, ce qui n'est pas évident, parce qu'il ne va pas pouvoir contrôler réellement, c'est-à-dire il ne va pas ouvrir le crâne et ouvrir le cerveau pour aller mettre les cellules dans le striatum, qui est une région assez profonde, vous voyez, qui est ici, donc en profondeur, puisqu'ici il y a le cortex, et vous voyez, en profondeur, il faut aller là. Il va faire des repérages par radio, par résonance magnétique nucléaire, et c'est sur la base de ces repérages donc radiologiques qu'il va déterminer l'angle qu'il va donner à son aiguille, que vous voyez là, à partir d'un trou qu'il va faire dans le crâne, pour que l'aiguille glisse jusque dans le cerveau, à l'endroit où il va falloir déposer les cellules, et il faut que ce soit dans le striatum pour que ça marche. Donc vous voyez, un endroit bien précis, des cellules bien précises, mais en dehors de ça, à la rigueur, ça nous est arrivé d'ailleurs, pour un malade qui ne voulait pas être endormi, on peut le faire sous anesthésie locale. On n'est pas obligé d'endormir le malade, le cerveau n'a pas de sensibilité interne, donc c'est quelque chose que, c'est un geste qui est loin des gestes héroïques de greffe d'organes que l'on connaît par ailleurs. Et puis ensuite c'est la nature qui fait. C'est-à-dire que, ensuite, si on s'y est bien pris, si on a pris les bonnes cellules, qu'on a greffées au bon endroit, tout va se remettre en place. C'est-à-dire que chez un patient qui peut avoir, par exemple, 70 ans, des cellules qui viennent d'un fœtus de 6 semaines de gestation vont s'intégrer correctement, retrouver leur place, mûrir, devenir adultes, envoyer des prolongements, et ces prolongements vont rentrer en contact synaptique avec les cellules qui ont 70 ans de plus qu'elles. Elles vont délivrer de la dopamine à ces cellules en face des systèmes de récepteurs que ces cellules portent et qui étaient privés de dopamine du fait de la maladie, et tout cela va relancer le système fonctionnel. Tout ça, c'est la plasticité du cerveau, et si mon laboratoire s'appelle neuroplasticité et thérapeutique, c'est bien parce qu'on a découvert au milieu des années 80 que le cerveau n'était pas, comme on le pensait, un réseau rigide d'éléments irremplaçables. C'est au contraire un réseau d'éléments extrêmement plastiques. Les cellules nerveuses sont en permanence en train de faire pousser des prolongements, de recevoir de nouveaux contacts synaptiques. Si vous enregistrez ce que je suis en train de dire, c'est en partie parce que certaines de vos cellules nerveuses sont en train d'entrer en contact les unes avec les autres. Cette plasticité permanente du cerveau, c'est ce qui nous permet d'envisager la thérapie cellulaire, parce que c'est ce qui nous permet d'envisager qu'introduire des nouvelles cellules nerveuses dans un cerveau adulte, ça peut aboutir à des reconnexions synaptiques et donc à des récupérations fonctionnelles. Alors, on peut le voir chez des malades décédés, évidemment. Ici, c'est un cas qui n'est pas de notre série, c'est un cas d'une série américaine de greffe de neurones chez les malades parkinsoniens, et il s'agit du striatum. Dans le striatum, normalement, il n'y a pas de neurones qui produisent de la dopamine. Il n'y a que des prolongements. Je vous ai dit, les neurones, ils sont dans le tronc cérébral et ils envoient des axones, donc il n'y a pas de cellules dont on voit le corps cellulaire et qui contiendraient de la dopamine. Eh bien, chez les malades greffés, évidemment, on a greffé ces cellules dans le striatum, et donc vous voyez ici des cellules qui produisent de la dopamine et qui sont au milieu du striatum. Ce qui prouve bien que ce sont des cellules greffées. Et ces cellules, elles ont étendu des tas de prolongements autour d'elles, et en fait, ce que vous voyez ici, les paquets sombres ici, c'est les projections axonales de ces cellules qui étaient de fœtus et qui ont mûri à l'intérieur du cerveau et qui ont reconstitué cette organisation axonale pour apporter la dopamine jusqu'aux cellules qui en manquaient dans le striatum. Cette reconstitution anatomique correspond aussi à une récupération fonctionnelle. Ici, c'est de nouveau une image de tomographie par émission de positons. Je vous avais montré le déficit qui existait chez les malades parkinsoniens. Ici, l'équipe de Philippe Entraille et de Philippe Rémy à Orsay a reconstitué, donc ça c'est le cerveau d'un malade en 3 dimensions à partir des images de résonance magnétique nucléaire. Ils ont empilé les images, ils ont reconstitué en 3 dimensions, et dedans, ils ont identifié la zone qui correspond au striatum. Vous voyez, c'est ici. Ici le striatum gauche, ici le striatum droit, et ils ont plaqué l'image de l'activité dopaminergique qu'ils avaient en tomographie à émission de positons sur le striatum. Et vous voyez ici, c'est vert
parce que ce côté-là n'a pas encore été greffé chez ce malade. Et ici, c'est rouge, parce que ce malade a été greffé à droite. Il a été greffé unilatéralement dans ce premier temps. Et on voit bien ici que ça correspond à une innervation fonctionnelle, c'est-à-dire à quelque chose qui apporte de la dopamine dans le striatum. Et ça donne des résultats qui sont des résultats cliniques, avec des améliorations qu'on peut enregistrer de plusieurs façons chez les malades. On peut regarder la diminution de l'intensité de leurs symptômes. C'est ce que vous avez ici en bleu foncé. Vous voyez, à partir du temps 1, qui est le moment de la greffe, ça c'est année après année, au cours des années après la greffe. Vous voyez qu'on n'a pas joué tellement sur les symptômes, et je vous dirai dans la phrase d'après pourquoi, mais à partir de ce moment-là, ici, 5-6 ans, on voit disparaître progressivement ces symptômes, puisque normalement, tout le monde est à 0, vous et moi ici, on est globalement à 0, et que à partir de 40, 50, on est gravement parkinsonien, c'est une des échelles qu'on utilise. Et chez ce patient, donc, cette amélioration clinique tardive a été un choix du patient et des médecins qui le suivaient, parce que ce malade, au moment où on l'a greffé, prenait des quantités extraordinairement importantes de L-Dopa, et ces quantités importantes de L-Dopa, qu'on voit ici à 1,2 g par jour de L-Dopa, produisaient des troubles secondaires. Ces troubles secondaires, c'était des grands mouvements anormaux que le patient avait dès qu'il avait un surdosage de L-Dopa. Il avait des troubles du sommeil, il avait des périodes de blocage complet suivies de périodes d'excitation, etc. Et donc, le premier objectif que se sont fixés les médecins et le malade ensemble, ça a été de baisser ce traitement à la dopa, et ce traitement en général, puisqu'il avait aussi des agonistes dopaminergiques, qui est une autre forme de traitement anti-parkinsonien. Et vous voyez qu'on fait disparaître dès la première année cette apomorphine, qui est une partie de ce traitement. On baisse la bromocriptine et on baisse surtout la L-Dopa année après année, doucement, jusqu'au moment où effectivement on peut continuer à baisser la dopa et on baisse quand même aussi les symptômes de la maladie de Parkinson. Alors, c'est le meilleur résultat que nous ayons eu. Sur les 10 patients que nous avons greffés, ce patient-là était le meilleur. Il y en avait 3 autres qui s'étaient bien améliorés. Il y en avait 3 qui étaient moyennement améliorés, chez lesquels on a pu voir une diminution des symptômes, mais on n'a pas pu baisser les traitements. Et il y en avait 3 chez lesquels ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait, on ne sait pas exactement pourquoi. Il est vraisemblable que, étant donné le type de traitement qu'on réalise, le fait de perdre les greffes éventuellement est une possibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas un médicament qu'on prend tous les jours, c'est des cellules qui doivent vivre, et si elles ne vivent pas longtemps, il n'y aura pas d'effet. Il y a aussi la possibilité que nous soyons attaqués à des malades qui n'avaient pas véritablement une maladie de Parkinson. Ça, c'est quelque chose qui a évolué au cours des 15 dernières années. On pensait que la maladie de Parkinson, c'était finalement tout ce qu'on observait. Et maintenant, les neurologues arrivent à subdiviser et nous disent qu'il y a une proportion non négligeable des malades qu'on imaginait être des Parkinsoniens et qui ne le sont pas, qui sont autre chose. C'est des Parkinson+, c'est d'autres types de symptômes, peut-être pas sensibles de la même façon aux greffes. Bref, il y a des tas de raisons pour lesquels on peut imaginer que ces malades ne se soient pas améliorés, mais en tout cas, ils ne se sont pas améliorés. Et les résultats des greffes sont restés, bon an, mal an, que ce soit dans notre équipe, dans les équipes suédoises, qui étaient les équipes pionnières de ce genre de traitement, dans les équipes américaines dont j'ai parlé, les résultats sont restés à peu près identiques. C'est-à-dire un tiers de bons résultats, un tiers de résultats moyens, qui ne méritaient vraisemblablement pas qu'on renouvelle l'expérience, et un tiers d'absence de résultats. Et cela, quel que soit le nombre de patients sur lesquels on a pratiqué les choses. Alors, j'y reviendrai parce que ce résultat mitigé, c'est finalement une des raisons pour lesquelles nous voulons aller aux cellules souches embryonnaires. Parce que dans un résultat mitigé de ce genre-là, on pourrait se dire, la thérapie cellulaire, finalement, ça marche moyennement, de temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on aille à autre chose? Notre façon de voir les choses n'est pas tout à fait la même. Notre façon de voir les choses, c'est finalement la thérapie cellulaire, ça peut marcher. Ça peut marcher parce qu'on a ce genre de résultat. Si ça peut marcher, c'est qu'on a trouvé des conditions dans lesquelles
sans qu'on le veuille, sans qu'on essaye de le faire, sans qu'on cherche particulièrement les paramètres de ces conditions, on peut arriver à améliorer considérablement les malades. Mais ces paramètres, il faut les fouiller et il faut les comprendre pour aboutir à quelque chose qui puisse être utilisé sur plus de malades avec un taux de succès supérieur. Et un des aspects essentiels à l'intérieur de la recherche sur la maladie de Parkinson et la thérapie cellulaire, ça a été l'identification de la quantité de cellules greffées comme un facteur essentiel de réussite. C'est-à-dire que ce malade-là, par rapport aux malades qui ne se sont pas améliorés, il a eu entre 5 et 10 fois plus de cellules implantées. Seulement 5 à 10 fois plus de cellules implantées, ça veut dire 5 à 10 fois plus de fœtus qu'on a récupérés au décours des interruptions volontaires de grossesse et qu'on a implantés dans son cerveau, par rapport aux malades qui ne se sont pas améliorés. Et c'est ça, notamment, qui nous amène à l'idée qu'il faut d'autres types de cellules parce qu'on ne peut pas multiplier les prélèvements chez les fœtus provenant d'IVG de la façon dont on a essayé de le faire avec ces premiers malades. Alors, je vais passer à la deuxième maladie parce qu'elle nous apprend d'autres choses. La deuxième maladie, c'est une maladie que vous connaissez moins, c'est la maladie de Huntington. Elle a eu un petit peu de médiatisation en France parce que comme on a été pionnier dans la recherche sur les greffes neuronales il y a quelques années, la presse en a pas mal parlé, donc c'est devenu une maladie un peu plus médiatique. Cela dit, c'est une maladie quand même relativement rare. Ça fait partie de ces maladies rares, c'est-à-dire des maladies qui touchent moins de 5 naissances sur 10 000, puisque c'est la barre qu'on donne pour une maladie rare. En réalité, cette maladie, elle touche 3 naissances pour 10 000, ce qui en fait quand même une des maladies les plus fréquentes parmi les maladies rares. Et 3 naissances pour 10 000, ça donne 18 000 personnes en France. 18 000 personnes, parmi lesquelles il y en a 6 000 qui, aujourd'hui, sont atteintes cliniquement de la maladie de Huntington, parce que le gène malade qu'elle porte a déclenché une pathologie clinique. Et puis il y en a 12 000 qui portent le gène, qui seront malades dans leur vie, qui vont déclencher la maladie, mais qui n'ont pas atteint encore l'âge de début de la maladie, parce que la maladie éclate le plus souvent à l'âge adulte. En réalité, les calculs, même grossiers, ont donné un âge de début moyen à 35 ans et une durée de vie moyenne de ces malades de 17 ans, ce qui vous donne les chiffres que je vous ai donnés, 2 fois plus de malades porteurs du gène qui attendent d'être malades que de malades qui sont effectivement cliniquement atteints, mais en tout, 18 000 personnes. À ces 18 000 personnes qui vont souffrir ou qui souffrent de la maladie, il faut ajouter un certain nombre d'autres qui ne savent pas qu'ils ne sont pas atteints. Parce que ces maladies génétiques, ici, c'est une maladie monogénique, autosomique et dominante, c'est-à-dire une maladie qui touche un chromosome non sexuel, donc ça touche les garçons et les filles de la même façon, et une maladie dominante, c'est-à-dire qu'elle va s'exprimer lorsque un seul des chromosomes est atteint, il n'y a pas besoin des deux comme dans une maladie récessive. Ça va toucher 50% des enfants d'un individu atteint. 50% de ces enfants vont porter le gène et vont un jour être malades. La pénétrance, dans notre jargon, ça veut dire la proportion de gens qui portent le gène et qui vont être malades. La pénétrance de la maladie de Huntington est complète. C'est vraiment un coup près. Vous avez ou vous n'avez pas le gène de la maladie de Huntington. Vous serez ou vous ne serez pas malade. La seule façon de s'en sortir, c'est de mourir avant d'autre chose. Alors, cette maladie, elle est totalement dévastatrice. Elle va atteindre le striatum, cette fois-ci non pas dans ses systèmes de lubrification, mais dans ses systèmes de fonctionnement même. Or, le striatum, qu'on voit ici, va dégénérer de telle façon que, entre un cerveau normal, dont on voit la taille ici, et le cerveau d'un malade Huntington qui meurt au bout de sa maladie, il y a une perte de plus de 80% des cellules nerveuses de cette région. Or, cette région, elle est responsable du transfert des informations qui arrivent du cortex cérébral, et notamment du cortex frontal et préfrontal, informations programmatiques qui vont déterminer le fonctionnement de l'ensemble des neurones du cerveau et, au travers du fonctionnement de l'ensemble des neurones du cerveau, de l'ensemble du corps.
que ce soit les contrôles de la motricité, des émotions, des fonctions supérieures, fonctions cognitives, intellectuelles, langage, mémoire, etc. Tout cela est contrôlé par des programmes qui proviennent du cortex frontal et préfrontal et qui passent en faisant relais obligatoirement dans le striatum que vous voyez ici, qui est séparé en deux noyaux, un noyau supérieur qu'on appelle le caudé, un noyau inférieur qu'on appelle le putamen. Ce striatum, lors de sa dégénérescence, on voit ici le striatum de 4 malades qui sont morts à des moments différents. Ici, il est presque normal. Ici, c'est ce qu'on appelle le grade 1, 2 et 3. La seule chose qui diffère, c'est progressivement cette atrophie qui fait qu'on perd des cellules nerveuses au fur et à mesure de la maladie. La perte, donc, de ces cellules ici, dans le striatum, fait que ça n'est pas un système qui grippe, c'est un système qui s'interrompt. C'est une chaîne de conduction dont un maillon saute, tout simplement, et qui fait que plus rien ne tient. C'est-à-dire que les informations qui, ici, devaient être délivrées au travers de ce relais sont perdues. Et elles sont perdues dès que la cellule striatale qui devait les transmettre disparaît. Il n'y a pas de suppléance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette voie ici, elle est parallèle à la voie qui serait ici, par exemple. Il n'y a pas de possibilité pour ce contact synaptique de se réorganiser de façon à transmettre l'information pour garder un minimum de fonction. Alors que dans le système dopaminergique, il y a une grosse suppléance et donc il faut qu'on perde beaucoup de neurones avant que la maladie de Parkinson arrive. Dans la maladie de Huntington, le premier neurone qui explose fait perdre une part de fonctionnement, le deuxième une autre part, le troisième, etc. On dégénère progressivement, fonctionnellement, au fur et à mesure qu'on dégénère anatomiquement. Alors, cette maladie, elle dévaste donc la motricité, l'émotion, la cognition de ces malades. Elle le fait brutalement. Les malades étaient parfaitement normaux, intégrés, ils avaient une famille, un métier, pour ceux qui ne doivent pas au chômage, et jusqu'à 35 ans. Et puis, brutalement, ils se mettent à avoir des grands mouvements anormaux, ce qu'on a appelé la choré, comme dans chorégraphie, la danse. Ils vont avoir un ralentissement du mouvement volontaire en même temps. Ils vont avoir des troubles de la mémoire, du langage. Ils vont devenir irritables et en même temps déprimés. Ils vont se mettre à taper sur leurs gosses. Pas tous, heureusement. Mais ça provoque quand même des troubles extrêmement graves dans les familles. Les familles qui explosent d'ailleurs, parce que très souvent les gens s'en vont, ne veulent pas vivre ça, surtout en sachant, quand on est le conjoint, que les enfants sont à 50% de risque d'avoir la même maladie. Et au bout de quelques années, le malade va perdre toute autonomie, il va se retrouver dans un hôpital de moyen séjour, parce que la sécurité sociale n'accepte pas que les adultes de moins de 60 ans puissent aller en long séjour dans beaucoup d'endroits dans le pays. Et donc, ils sont en moyen séjour prolongé, renouvelés tous les 3 mois jusqu'à ce qu'ils meurent dans ces moyens séjours dans lesquels ils auront tenu 10 ans, 12 ans, 15 ans, parfois 20. Et il n'y a aujourd'hui aucun traitement. Aucun traitement qui permette de compenser la perte des neurones. Ces neurones sont des neurones à GABA, mais on peut amener du GABA tant qu'on veut, ça ne remplacera rien, parce que ce qui manque, ça n'est pas un neurotransmetteur, c'est une connexion, un transfert d'informations. Il n'y a pas de médicaments non plus qui préviennent la dégénérescence de ces cellules. Alors, il y a un certain temps, presque une vingtaine d'années maintenant, on a été un certain nombre à se dire qu'il y avait peut-être un moyen d'utiliser la plasticité du cerveau pour répondre aux problèmes de la maladie de Huntington. Les premiers qui ont fait ça, c'est Anders Björklund ou Lee Isaacson en Suède, que j'ai rejoint un an plus tard. Et c'est de faire ça. Greffer des neurones striataux, cette fois-ci, dans le striatum, et espérer que le cerveau va reconstituer les voies. C'est-à-dire que ces neurones greffés vont étendre des axones jusqu'aux neurones cibles qui les avaient perdus, et que les connexions corticales ici, âgés de 35 ou 40 ans, vont reformer des contacts synaptiques avec ces neurones de quelques semaines ou quelques mois de vie fœtale. Et ça marche. Ça marche, c'est-à-dire que chez l'animal, il y a des dizaines, des centaines d'articles qui ont montré, à la fin des années 80, que non seulement ces neurones du striatum se développaient,
les neurones fœtaux dans le striatum quand on les réimplantait chez le rat ou chez le singe, mais aussi que leur maturation aboutissait à une reconstitution fonctionnelle et que les animaux récupéraient des fonctions qu'ils avaient perdues du fait d'une lésion du striatum, qui était une lésion expérimentale. Il n'y a pas de maladie de Huntington chez l'animal, mais on produisait des modèles de maladies sur lesquels on pouvait travailler, et en particulier chez le singe avec Philippe Entraille, qui s'est fait une grande spécialité de cette recherche mondialement reconnue. Et on est passé chez l'homme. On est passé chez l'homme, après un certain temps de travail dans les années 90, on a greffé le premier malade en décembre 96, et je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a fait depuis, avec 5 patients chez lesquels on a donc greffé des cellules striatales provenant de fœtus, à l'intérieur du striatum de malades huntingtoniens. Et vous avez ici l'implantation qu'on voit sur cette image de résonance magnétique. Et ici, l'imagerie, pareil, par tomographie émission de positons, sauf que là, ce n'est pas de la dopamine qu'on vous montre, c'est de l'activité neuronale. Les malades Huntington ont un striatum dans lequel l'activité neuronale est très affaiblie. Et c'est pour ça que c'est vert ici. Les neurones greffés, eux, c'est des neurones bien vivants. Ils sont tout jeunes, ils ont les connexions qu'il faut, et donc ils sont pleins d'activité. Et c'est ces puits rouges, ici, qui correspondent aux puits de greffe qu'on peut identifier sur l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Cette reconstitution d'activité anatomique et métabolique correspond à une récupération clinique chez certains de ces patients. On a fait dans une première série 5 patients chez lesquels on a greffé d'abord d'un premier côté, puis un an après d'un deuxième côté. C'était simplement expérimentalement de façon à ne pas brutaliser le malade en faisant les deux côtés à la fois. On a d'abord regardé si on ne faisait pas de mal avec un côté, puis après avec l'autre. Et on a regardé ce que ça donnait sur les symptômes de la maladie. Premier symptôme, les symptômes moteurs. Je vous ai dit, ces malades, ils ont des grands mouvements anormaux. Et puis, ils ont un ralentissement du mouvement volontaire, ils ont aussi des troubles de l'oculomotricité, ils ont des dystonies, etc. Tout cela, on le cote, c'est-à-dire qu'on va donner des points, des mauvais points pour ces symptômes, et ces mauvais points, on va les cumuler dans une échelle que vous avez ici, de 0 à 100. Cette échelle, donc le malade, année après année, ici c'est chaque année pour un certain nombre de malades contrôle, il va perdre des points, c'est-à-dire ça va s'accumuler, et vous voyez que c'est une bonne échelle parce que c'est finalement des courbes qui sont quasiment linéaires. Année après année, le malade perd des points du fait de l'accumulation des symptômes. Du coup, lorsqu'on voit ça, c'est-à-dire des malades qui ont été greffés, ici du premier côté, ici du deuxième côté, vous voyez 97, 98, et qu'on suit ensuite année après année, et qu'on voit s'inverser la courbe, ou s'aplatir la courbe, même parfois de façon transitoire, on se dit qu'on a fait quelque chose. Parce que la courbe n'est évidemment pas linéaire, comme elle l'est ici chez les contrôles. 3 malades comme ça, 2 malades qui n'ont pas été comme ça, 2 malades greffés, cette malade n'a jamais été améliorée par la greffe, et on ne sait pas très bien pourquoi. Ce malade-là, qui maintenant est décédé, a été amélioré très transitoirement, mais de façon parfaitement nette, et puis il a perdu ses greffes. Ces greffes ont disparu sur les IRM, ça a été remplacé par du liquide. Il y a eu un phénomène d'élimination, de rejet, on ne sait pas très bien, mais qui fait qu'il est reparti à la hausse dans la symptomatologie. Ça, c'est le côté moteur vu de façon composite. Mais symptôme par symptôme, ça peut représenter des améliorations très spectaculaires. Et par exemple, la chorée, cette danse involontaire des malades, s'est améliorée chez les 3 malades améliorés, les 3 qui ont montré des signes, s'est améliorée spectaculairement. On cote la chorée de 0 à 28. 28, c'est 7 parties du corps qui sont cotées par le neurologue entre 0 et 4. 4 étant le maximum de mouvement. Donc 28, c'est le maximum de mouvement. Eh bien, vous voyez, ce malade, avant sa greffe, il était monté au maximum de mouvement à 28. Il est resté pendant l'année qui a séparé les 2 greffes à peu près au même niveau. Mais depuis, il s'est considérablement amélioré puisque maintenant, il est à 11. Alors, je vais vous passer les films. Voilà le malade avant la greffe. S'il est, je vais le repasser, s'il est assis sur une table, c'est parce que lorsqu'il était assis sur une chaise comme ça, en moins de 2 minutes, il était par terre. Il bouge tout le temps, absolument tout le temps. Il n'y a que lorsqu'il dort qu'il arrive à ne plus bouger. Mais autrement,
toutes les parties de son corps bougent. Là, il est aux alentours de 20-22 sur la cotation, donc pas encore à 28, mais il est monté à 28 avant la greffe. Et maintenant, le même malade, 5 ans plus tard. C'est un film, c'est pas nous qui l'avons pris, c'est la télé française au moment où on a publié nos résultats, qui est allé voir le malade et qui l'a filmé chez lui. C'est le même malade. Je vous trompe pas. Hein. Et on ne l'a pas pris spécifiquement dans une période où il était agité avant la greffe, où il ne l'était pas après. Il y a effectivement eu une transformation. Vous aviez vu sur le schéma la Corée qui était à 28 descendre à 11. Eh bien ça, c'est 10-11 de Corée. C'est-à-dire des petits mouvements des doigts. Vous aurez du mal à le voir comme ça sur une image de ce genre-là, avec un petit peu d'agitation que les neurologues peuvent repérer parce qu'il a des petits mouvements de la tête. Mais bien évidemment, pour lui, la vie est complètement différente. Et en particulier, la télé l'avait suivi. Il était sorti acheter un journal dans un magasin à côté de chez lui. Il va chercher ses enfants à l'école. Bref, c'est une vie sensiblement différente pour ce malade du fait de cette amélioration de la Corée. Alors ça, c'était sur le plan moteur. Maintenant, sur le plan cognitif, comment ça s'est amélioré? Un petit peu de la même façon. Vous avez ici les 5 patients. Les 3 patients qui se sont améliorés, donc la greffe était ici, les 2 greffes étaient ici. Les 3 patients en vert qui se sont améliorés. Il s'agit ici d'une échelle cognitive globale. C'est-à-dire, c'est un peu une échelle d'intelligence, une espèce de QI, pas vraiment, enfin c'est un petit peu sophistiqué, mais c'est un petit peu ça. Et quand on est en dessous de 135, on commence à plonger dans la démence. Et vous voyez, ce malade-là tombait, il est remonté avec la greffe et il s'est maintenu. Et là, globalement, il faut imaginer que ces malades-là ont une évolution maintenant de plus de 12 ans de Corée. C'est-à-dire qu'on ne les a pas pris 6 mois après le démarrage de leur maladie, on les a pris 2-4 ans après le démarrage de leur maladie. Et donc, ça fait vraiment de très très nombreuses années qu'ils sont atteints de la maladie de Huntington. Mais au lieu de décroître comme le font les malades Huntington habituellement, ces malades sont stabilisés très largement par la greffe. Donc sur le plan cognitif, là aussi, une très bonne amélioration. Juste un mot sur où nous en sommes maintenant. Je vous ai dit, on a fait un premier essai, 5 patients, 3 patients qui se sont améliorés. C'est ça la preuve de concept. On n'a pas besoin d'aller au-delà pour dire que ça vaut le coup de faire une deuxième étape lorsqu'on est face à une maladie qui n'a aucun autre traitement et qui tue les malades de façon absolument systématique. Et donc on a lancé maintenant une étape de validation. Étape de validation qui vise à démontrer maintenant sur un très grand nombre de patients, ça va être plus d'une centaine de patients, traités par un grand nombre de médecins différents, ça va être 11 centres qui travaillent en parallèle dans 7 pays européens différents, que cette thérapeutique peut être appliquée et que statistiquement, parce que maintenant on va pouvoir faire des statistiques, ce qu'on ne pouvait pas faire avec 5 patients, on va pouvoir faire des statistiques, que donc statistiquement cette thérapeutique peut être appliquée aux patients et donc doit leur être appliquée lorsqu'ils présentent une maladie de Huntington, tant qu'on n'aura pas d'autres traitements. Alors, je vais passer sur le cadre précis du travail pour arriver maintenant aux cellules souches. Pour la maladie de Parkinson, de façon absolue, je vous l'ai dit, nous avons été obligés d'arrêter. Pour la maladie de Huntington, de façon prévisionnelle, parce que nous allons vers l'expansion de cette technique applicable à l'ensemble des patients présentant une maladie de Huntington dans le monde, si nous n'avons pas d'autres traitements à leur proposer, nous nous heurtons à un problème logistique majeur. Ce problème logistique, c'est la quantité de tissus donneurs que nous pouvons transplanter chez les patients. Parce que on a la chance, en ce qui concerne la maladie de Huntington, d'avoir besoin d'une région qui est assez importante dans le cerveau du fœtus. Donc d'une quantité de tissu qui, par fœtus, est assez abondante, surtout chez des fœtus qui sont un petit peu plus âgés que ceux que l'on peut prendre pour la maladie de Parkinson, parce qu'il y a aussi un problème d'âge dans nos prélèvements fœtaux. Donc en gros, il nous faut
2 fœtus par malade. Éventuellement 3 ou 4 fœtus par malade, mais pas plus. En ce qui concerne la maladie de Parkinson, le schéma qui est sur cette diapositive vous montre ce dont on a besoin. Pour chaque point indiqué ici, qui représente une trajectoire de dépôt de cellules fœtales chez un malade parkinsonien, il faut du tissu provenant d'un fœtus. C'est-à-dire que ce que nous réalisons aujourd'hui et qui permet effectivement d'améliorer les malades, je vous ai dit les quelques malades qui ont été améliorés, c'était au minimum 3 fœtus. Mais lorsqu'on présente sur une image de cerveau ce que recouvre l'innervation provenant de 3 trajectoires, donc de 3 fœtus, sur le cerveau du patient, vous voyez qu'il reste des espaces libres extraordinairement larges dans le cerveau de ces patients qui ne seront pas réinnervés et donc on n'aboutira pas à une reconstitution convenable de l'innervation dopaminergique, même dans ces conditions-là. On a calculé avec Stéphane Pelfy, qui est un des jeunes chercheurs du laboratoire, que simplement pour un côté du cerveau d'un malade parkinsonien, il fallait non pas 3 fœtus, mais 11. Et qu'en réalité, si on ajoutait le noyau codé, qui jusqu'à présent n'a pas été une cible privilégiée de ces transplantations, il en faudrait vraisemblablement 15. C'est-à-dire 30 fœtus par malade. C'est quelque chose qui, sur le plan logistique, est quasiment infaisable. Sur le plan éthique, je vous laisserai discuter de la chose. Mais sur le plan logistique, en tout cas, c'est quasiment infaisable. Alors, il faut trouver d'autres sources. Alors, comme le dit cette diapositive, malheureusement en anglais, l'avenir appartient aux banques de cellules. Les banques de cellules, c'est quoi ? Les banques de cellules, c'est un endroit où on stocke des cellules, où on les fait proliférer avec des techniciens qui répondent au téléphone lorsque le chirurgien les appelle en leur disant « Mardi prochain, j'opère un malade parkinsonien, j'ai besoin de 10 millions de neurones dopaminergiques. » Et le technicien dit « Vous inquiétez pas, je vous envoie un flacon. » Il prend une pipette, il prend les cellules, il met ça dans un flacon et il envoie ça par la poste. La banque de cellules, c'est ça. Et la banque de cellules, elle dépend de quoi ? Elle dépend de l'existence de populations cellulaires qui peuvent supporter un tel traitement. Ça n'est pas le cas des cellules fœtales. C'est-à-dire que si on prend les cellules fœtales que nous transplantons chez les patients et que nous les mettons dans une banque, nous les faisons proliférer dans une pièce de culture, elles vont proliférer pendant le temps qu'elles auraient proliféré dans la tête du malade. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas produire des cellules en plus. Elles vont simplement produire à l'extérieur du patient ce qu'elles auraient produit à l'intérieur de son cerveau. Il n'y a aucun gain. Et encore, c'est vrai pour celles qui vont proliférer. C'est-à-dire c'est vrai essentiellement pour la maladie de Huntington, pas pour la maladie de Parkinson, pour des raisons techniques sur lesquelles je ne reviendrai pas. Ce qui veut dire que ça n'est pas les bonnes cellules. Il nous faut des cellules capables de proliférer à la demande. Cellules capables de proliférer à la demande, qu'est-ce qu'on a ? On a des cellules cancéreuses. C'est vrai que pendant un certain temps, on s'est beaucoup intéressé aux lignées tumorales, c'est-à-dire à ces cellules qui ont perdu les inhibitions qui les empêchent de proliférer lorsqu'elles se retrouvent en contact. Et on s'est dit que ces cellules, si on arrivait par exemple à introduire dedans un gène qui code pour une enzyme qui donne naissance à la dopamine, on pourrait avoir des cellules productrices de dopamine. Et ça reste une voie qui est explorée dans des conditions très compliquées, parce qu'on ne peut pas mettre une tumeur dans la tête d'un malade, en tout cas pas comme ça, il faut un certain nombre de précautions. Et donc, on a besoin là d'avancées technologiques qu'on n'a pas encore totalement résolues. Et puis, les biologistes cellulaires sont arrivés avec 2 possibilités. La première, ça va vous surprendre, c'est la xénogreffe. La xénogreffe dans le cerveau, c'est possible. C'est-à-dire, on peut prendre des cellules de porc et les greffer chez le rat, ça tient. Et non seulement ça tient, mais les neurones de porc vont remplacer les neurones de rat. On peut prendre des neurones humains et greffer chez le rat, on peut prendre des neurones de rat et greffer chez le singe. Tout cela, ça marche. Ça marche à condition d'immunodéprimer le receveur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille comme dans le cadre d'une greffe d'organes, et c'est dangereux. Parce que mettre une immunosuppression lourde
chez un receveur, en particulier chez une personne âgée atteinte de la maladie de Parkinson, c'est quelque chose qui peut être dangereux, qui va entraîner des troubles, éventuellement des lymphomes. C'est donc aujourd'hui la limitation essentielle de la xénogreffe, greffe de neurones de porc en réalité, sur lesquels beaucoup de gens travaillent, dans le cerveau de patients. La limitation essentielle, c'est le risque, qui est le risque de l'immunosuppression. L'autre possibilité, c'est les cellules souches et les cellules souches embryonnaires. Qu'est-ce que c'est que des cellules souches embryonnaires? Je vous ai dit, je ne vais pas vous en dire grand-chose, hein, mais je vais vous préciser quand même ce que c'est. Ce sont les cellules qui apparaissent au bout de quelques jours de maturation d'un ovocyte fécondé par un spermatozoïde. Pendant quelques jours, cet œuf fécondé va se multiplier et à un moment donné, au bout de 5-6 jours, il va donner une structure qui apparaît avec un trou au milieu qui s'appelle le blastocyste. Le blastocyste, c'est ça. Ce blastocyste, premier stade, puis stade un petit peu après, il est formé de deux parties. Une partie anse, qu'on voit mieux ici, mais qu'on peut voir aussi ici, et puis une partie renflée qu'on appelle la masse interne. L'anse, les cellules qui forment l'anse, vont donner naissance aux annexes et aux placentas, c'est-à-dire à des structures indispensables au développement de l'embryon, mais qui ne feront pas partie de l'individu à naître. L'individu naîtra entièrement des cellules qui sont contenues ici, dans la masse interne, dans le bourgeon de ce blastocyste qu'on voit ici. Et c'est là qu'on va récupérer ces cellules souches embryonnaires qui sont les mères de toutes nos cellules, puisque ce sont les cellules qui, par définition, sont là pour donner naissance à toutes les cellules qui donneront naissance à toutes les cellules qui donneront naissance à toutes les cellules de notre organisme. Tous les tissus proviennent de la centaine de cellules qui se situent ici, dans le bourgeon embryonnaire. Ces cellules souches embryonnaires, elles diffèrent d'autres cellules qu'on appelle pourtant aussi des cellules souches, mais qui sont en réalité des cellules prolifératives, des progéniteurs, du fait de leur capacité illimitée à proliférer et de leur capacité illimitée à donner naissance à des cellules spécialisées. Capacité illimitée, par définition, ces cellules ici vont proliférer sans arrêter tant qu'on va les laisser dans un milieu qui est favorable à leur prolifération. Alors pour les scientifiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous n'avons pas atteint le bout des cycles de prolifération. C'est des centaines et des centaines et des centaines de cycles. Pour nous, c'est indéfini. Alors que lorsque vous prenez des cellules qui donnent naissance, par exemple, aux cellules sanguines dans la moelle épinière, dans la moelle osseuse, d'un individu adulte, vous prenez ces cellules dites cellules souches, vous les mettez en culture, elles vont le proliférer 5, 6, 7 fois, et puis elles vont rentrer en vieillissement, en sénescence. Ça a beau être des cellules dites cellules souches, elles n'ont pas la capacité d'auto-renouvellement illimité de la cellule souche embryonnaire. Et puis, la capacité de différenciation en cellules spécialisées, aussi illimitée, puisque par définition ces cellules donnent naissance à l'ensemble de l'organisme, alors que ce qu'on appelle cellules souches chez l'adulte, ou même pas chez l'adulte, chez l'enfant ou chez le fœtus, c'est en fait des cellules souches tissulaires qui donnent naissance de façon spécifique à certaines populations. Des cellules qui donnent naissance à des cellules du sang, des cellules qui donnent naissance à des cellules de la peau, et on ne peut pas faire, malheureusement, et contrairement à ce qu'on a pensé quelque temps, mais maintenant ça a été infirmé, du cerveau avec de la peau ou de la peau avec du sang, c'est des choses qui ont des barrières, qui sont des barrières biologiques strictes, qu'on n'arrivera vraisemblablement pas, en tout cas pour l'instant, à franchir ou à faire franchir à la nature, en tout cas pas simplement. Ces cellules souches embryonnaires, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, l'idée est relativement simple. Puisqu'on peut les faire proliférer, faisons-en une banque. Une banque dans laquelle on va les faire proliférer en masse. On va en faire le nombre qu'on veut. Et puis,
Et puis quand un chirurgien nous dira « je voudrais remplacer des cellules dans un pancréas », on fera un pancréas. Et quand on dira « on voudrait faire des cellules productrices de dopamine pour un parkinsonien », on fera des neurones. Et puis si on veut faire de la peau pour les grands brûlés, on fera de la peau. Ça c'est le rêve, évidemment. Mais c'est finalement un rêve éveillé puisque c'est ce que la nature fait. C'est-à-dire que la nature trouve le moyen, à partir des mêmes cellules de ce bourgeon embryonnaire, pour faire un individu dans lequel il y a de la peau, il y a du pancréas, il y a des neurones, etc. Notre travail à nous, c'est de retrouver ce que la nature sait faire et de l'utiliser à notre profit. Alors, on peut imaginer, et ça a été fait, différentes façons de faire des neurones dopaminergiques à partir des cellules souches embryonnaires, ici de souris. En fait, on s'est rendu compte, c'était l'équipe d'Isaacson, qu'il suffisait de différencier très légèrement et de l'implanter ensuite dans le cerveau d'un rat, ça donnait effectivement des neurones dopaminergiques. On pouvait même simplement les expandre et lorsque ça ne donnait pas de tumeur, parce que ça donne quand même des tumeurs quand on les implante assez souvent, ça pouvait aussi donner des neurones dopaminergiques. Et puis l'équipe de Ron McKay, qui est de la grande équipe américaine qui travaille sur le sujet, elle a pris la voie de la recette de cuisine. La voie de la recette de cuisine, c'est quoi? C'est comment fait la nature pour aller du point A, cellule souche embryonnaire, au point Z, neurones dopaminergiques. C'est un petit peu de poudre de perlimpinpin, un facteur de transcription, 2-3 protéines à ajouter, un peu de milieu autour. Tout ça, vous faites mariner pendant 3 jours, vous passez au chinois, vous reprenez 5 jours en gélatine, etc. Et vous arrivez jusqu'à la fin de la recette de cuisine. Je vais vous montrer que c'est vrai, c'est-à-dire qu'on peut effectivement le faire avec des cellules souches de souris. Ici, vous avez une image de tomographie émission de positons de nouveau qui montre la dopamine, en réalité la TH cette fois-ci, mais enfin c'est pareil, dans le cerveau d'un rat. Alors ici c'est un cerveau normal, ici c'est le cerveau anormal. On avait cassé la dopamine, c'est pour ça qu'il est tout bleu, mais on a introduit des cellules souches embryonnaires qui, elles, se sont mises à produire de la dopamine, et c'est pour ça que c'est rouge au milieu. Et ici, vous avez ce que je vous ai dit, la recette de cuisine de Ron McKay. Alors vous prenez les cellules souches au départ, sur de la gélatine, machin, etc. Vous les maintenez 4 jours dans un milieu truc, 8 jours dans un milieu EB, etc. Puis ensuite 6 jours dans un milieu N2 avec du BFGF, SHH et tout. Et au bout du compte, vous obtenez 72% de neurones, un tiers de neurones dopaminergiques. Seulement, ça ne suffit pas, parce qu'un tiers de neurones dopaminergiques, quand même, ça c'était en 2000, et Ron McKay s'est dit, si on veut aller chez l'homme, il faut quand même monter les choses, alors on va rajouter un petit truc. On a fait ici une transduction avec un facteur qui s'appelle NUR1, qui apparaît au cours du développement. C'est-à-dire qu'on sait que pour faire des neurones dopaminergiques, normalement, ce facteur apparaît, il doit être exprimé. Eh bien, on l'a forcé à s'exprimer ici, et on a obtenu 80% de neurones dopaminergiques. Et qu'est-ce que ça a donné? Ces pauvres rats rendus demi-parkinsoniens, pour voir comment fonctionnellement ils sont atterrés, quand on a cassé le système dopaminergie d'un côté, on les fait tourner. Alors, on injecte un produit qui est un produit stimulant de la dopamine, et ils se mettent à tourner vraiment. C'est-à-dire qu'ici, vous avez en une demi-heure 900 tours. Ça fait quand même 30 tours par minute. Ces rats, ici, c'est les rats contrôle. On leur a rien fait et au cours du temps, vous voyez, semaine après semaine, ils continuent à tourner à 900 tours par demi-heure. Ici, sont des animaux chez lesquels on a greffé des cellules qui étaient juste différenciées. Des cellules souches embryonnaires qu'on a implantées comme ça. Elles ont donné des neurones à dopamine, mais pas beaucoup. Et vous voyez, c'était la première recette de cuisine. Et voilà, ça a baissé quand même nettement le taux de rotation puisqu'on est passé de 900 à 400. Et puis ici, c'est la recette de cuisine avec NUR1. Les rats, non seulement ont cessé de tourner, mais ils se sont mis à tourner de l'autre côté. Je vais m'arrêter là. On ne va pas chercher à faire tourner les malades parkinsoniens de l'autre côté. On va simplement chercher à essayer d'équilibrer les taux de dopamine dans leur cerveau avec des cellules dont on sait maintenant, sur la base des résultats obtenus sur les cellules souches embryonnaires de souris, dont on sait déjà que c'est possible. Il faut juste qu'on nous laisse travailler, c'est-à-dire que la législation dans un pays comme le nôtre aboutisse enfin à laisser les chercheurs, à laisser aux chercheurs la possibilité de toucher aux embryons humains dépourvus de projet parental, dans un cadre évidemment de contrôle
comme l'est toute la recherche publique en biologie, avec la possibilité aussi de travailler dans des équipes multidisciplinaires, parce que pour réaliser le type de travail que je vous ai montré, il faut des laboratoires de recherche, des biologistes, des médecins, des spécialistes de la recherche en thérapie cellulaire et des spécialistes de la recherche clinique. Tout cela avec beaucoup d'argent. Pour les 5 patients que nous avons greffés sur quelques années atteints de maladie de Huntington, il nous a fallu, en dehors de nos salaires qui n'étaient pas comptés, 2 millions d'euros simplement pour réaliser les gestes et pour être capable d'amener les quelques résultats que nous avons amenés. Et évidemment, pour les 120 malades que nous sommes en train de traiter, il faut que vous fassiez la multiplication vous-même. Merci.